Cette Assemblée générale est la 58e depuis la création de notre Académie le 15 juillet 1967. Nous sommes le samedi 5 juillet. Elle est donc conforme à la tradition voulue par Joseph Pasquier de la faire chaque année le premier samedi du mois de juillet. Mais nous vous épargnerons une autre tradition souhaitée par ce dernier, qui exigeait une potée morvandelle lors du repas qui suivait la réunion. Donc par ces temps de chaleur, c'était très dur. La vie de l'Académie a été marquée début 2025, malheureusement, par une accumulation de problèmes de santé pour certains administrateurs qui les ont parfois empêchés de venir régulièrement le mercredi matin aux permanences que nous avons coutume de tenir. Heureusement, Hélène Stravopoulos, que vous connaissez mieux sur le diminutif de Lily, a ouvert tous les mercredis notre local afin d'en assurer une permanence. Qu'elle en soit chaleureusement remerciée. Cependant, ces problèmes n'ont pas empêché le conseil d'administration, présidé par Jean-Loup Flouest, de se réunir régulièrement, 5 fois suivant l'usage, en août, octobre 2024 et cette année en mars, avril et juin. Mais il faut également souligner le rôle important joué par une petite équipe de bénévoles qui, lorsque tout va bien, se réunit fidèlement chaque mercredi matin au centre Condorcet pour gérer le quotidien. Le courrier, les appels téléphoniques, l'envoi des bulletins, les commandes, la préparation, l'organisation des sorties, l'accueil des chercheurs, l'enregistrement des achats et des dons de livres, des périodiques. En bref, les tâches administratives indispensables pour assurer le bon fonctionnement d'une association. Cette équipe est composée de Jean-Loup Flouet, de Liliane Pinard, de Lily, de moi-même, et lorsqu'ils sont disponibles ou présents dans le Morvan, Christian Épin, Bernard Munier, Didier Verlin, et notre ancien président parfois. Nous les remercions pour leur investissement. Alors, il y a eu de grands changements dans notre mode de communication cette année. D'abord, un nouveau site. En effet, en septembre, l'Académie devait renouveler et son nom de domaine et l'hébergement de son site auprès de W Studio. Or, la note augmentait de 75%, c'est-à-dire que de 162 € par an, elle passait à 285. Devant l'urgence, Didier Verlin, notre trésorier administrateur du site, après avoir demandé oralement l'aval du président et de la secrétaire générale, a choisi un hébergement chez Ionos. Alors pourquoi Ionos? Pour 3 raisons. D'abord le prix. On est Morvandiaux ou on n'est pas. 72 € par an et 15 € pour le renouvellement du domaine. Ensuite, parce que Ionos a été choisi par l'association Restaurons Notre-Dame, dont Didier est le secrétaire général, et que ce site a fait ses preuves. Enfin, parce que l'ancien site pouvait être transféré sur le nouveau. On peut donc féliciter Didier pour cette réalisation. Le transfert de notre ancien site sur le nouveau lui a demandé un très important investissement. Il a même réussi à mettre en ligne les images et les enregistrements audio des conférences. Personnellement, je trouve ce site moderne et très clair, plus attirant que l'ancien et beaucoup moins cher pour le même service rendu, qui est une grosse qualité dans la gestion d'une association. De plus, à côté du paiement pour les cotisations et les sorties par chèque ou par virement, nous vous offrons depuis peu un nouveau mode de paiement via le site Helloasso, qui est une plateforme fiable, très aisée d'utilisation et entièrement gratuite, et pour vous et pour nous. Nuls frais ni commissions ne vous seront demandés, mais éventuellement, et seulement si vous le souhaitez, une contribution volontaire pour soutenir cet ESUS,
c'est-à-dire l'établissement d'unités sociales solidaires. Enfin, à la satisfaction d'un grand nombre d'administrateurs, Didier a acheté et installé un nouvel ordinateur de la marque Dell reconditionné, beaucoup plus puissant que l'ancien. On peut ouvrir par exemple plusieurs logiciels en même temps. Les relations avec l'extérieur, avec d'autres associations, les collectivités locales et le public. Depuis 1981, l'Académie a tissé des liens forts avec l'Association bourguignonne des sociétés savantes, qui compte actuellement 57 associations membres. Le 34e colloque aura lieu à Dijon en octobre 2025, les 18 et 19 octobre, sur le thème « Patrimoine d'hier et de demain en Bourgogne ». Les sociétés savantes au défi de leur étude, de leur conservation et de leur valorisation. Malheureusement, les propositions de communication devaient être déposées avant le 20 juin. Sylvie Richoux de la Cité des Présents à Château-Chinon a présenté une communication au nom de l'Académie lors du 33e colloque qui a eu lieu à Beaune en octobre 2024 et qui avait pour thème « Collection textile des musées de Château-Chinon, Cité des Présents ». Ça, c'était le thème de son intervention, et le thème du colloque, c'était « La Bourgogne dans de beaux draps, histoire du textile en Bourgogne, de la fibre au chiffon ». Plusieurs membres de l'Académie étaient présents à Beaune. Comme plus de 3000 sociétés savantes, l'Académie fait partie du réseau ayant à sa tête le Comité des travaux historiques et scientifiques. Ce dernier a organisé en avril 2025 son 149e congrès à Orléans sur le thème « Reconstruire, réformer, refonder ». En 2026, le 150e congrès sera consacré au thème « Histoire d'eau » et aura lieu en région parisienne à Aubervilliers. Ce congrès qui a lieu en mai propose d'aborder ce thème, c'est-à-dire l'eau, sous plusieurs angles d'approche interdisciplinaires. Les communications pourront présenter des études de cas, des réflexions plus générales sur l'eau, son histoire, ses fonctions, sa gestion. Les propositions de communication doivent parvenir au CTHS avant le 3 octobre. Et je vous rappelle que les actes des colloques sont consultables gratuitement sur le site du CTHS ou sur Percé. Alors, notre président nous en a parlé, mais je vais revenir sur la collaboration avec l'Institut François Mitterrand, qui en 2026, pour les 30 ans de la mort du président et le 110e anniversaire de sa naissance, organise une grande manifestation François Mitterrand, homme de lettres, avec différents événements comme un festival à Jarnac, un colonne à la BNF accompagné d'une exposition, la publication de ses correspondances et une édition critique du manuscrit sur le coup d'État du 2 décembre 1851. Il a paru normal à l'Institut de prévoir un événement à Château-Chinon en mai, en partenariat avec notre association. Pour mettre au point ce projet, le directeur de l'Institut, Nicolas Leron, a assisté en visio à notre dernier conseil d'administration. Nous avons finalement décidé d'une promenade le matin du dimanche 10 mai dans la ville, avec pour thème la découverte des bâtiments édifiés lors du mandat de maire du président, puis une discussion sur une évocation de François Mitterrand à l'Académie du Morvan, et nous finirions la matinée par un pot convivial ou un repas. L'après-midi aurait lieu une manifestation au musée. Jean-Loup Flouest propose de son côté d'évoquer à Bubrac l'intérêt du président pour le patrimoine et l'archéologie, avec son allocution sur la politique en matière du patrimoine et de la recherche historique et archéologique,
prononcé à Cluny en septembre 1988, en clôture du colloque international, le gouvernement duc de Semur à Cluny, et surtout l'inauguration en avril 1995 du musée et du centre de recherche de Gluanglen. Nicolas Leron prendra la tâche de la Cité des Présents et de Vincent Guichard, directeur du Bubract. Nous avons été également contactés par un thésard dont le sujet de thèse, alors c'est une thèse en alternance, il travaille aussi à l'Institut François Mitterrand. François Mitterrand, maire de Château-Chinon, un destin local entre enracinement sous la cote 176J1. Cette cote concerne l'Académie parce que annoncé, puisque plus d'une centaine de biens mobiliers et immobiliers ont été dénombrés, qui vont de la cloche de l'église Saint-Romain au portrait de Louis de Courmont, de la cheminée de la caisse d'épargne provenant du château de la Tournelle, c'est-à-dire Arleuf, au balcon sculpté de la place Notre-Dame, entre le salon de coiffure et la pharmacie. Parallèlement, cette commission s'attachera à mener un travail de recherche et de synthèse sur l'histoire et l'évolution urbaine de Château-Chinon pour utiliser le contenu scientifique produit en partie pour le projet de la Terre au ciel. L'aspect historique et paysager de la ville de Château-Chinon sera effectivement une thématique proposée aux futurs visiteurs au sein de son complexe scientifique et astronomique. Avec le soutien de la ville de Château-Chinon sur une idée de Didier Verlinde et organisée par Lily, le conseil d'administration en avril 2025 a décidé de créer au cours du mois d'août un événement culturel dédié à la peinture dans le cadre d'une exposition intitulée Inspiration Morvan. Cet événement se tiendra au centre Condorcet et aura pour vocation de mettre en lumière les talents des peintres, qu'ils soient professionnels ou amateurs, inspirés par le Morvan. Plus d'une quarantaine de peintres se sont inscrits. Cette première manifestation sera appelée à se renouveler sur un rythme biennal et proposera à terme d'accueillir toutes les disciplines artistiques suscitées par le Morvan, peinture, photographie, sculpture. L'Académie s'efforce dans la mesure du possible à être présente dans les foires, dans les fêtes des livres locales. Il s'agit à cette occasion de promouvoir et faire connaître nos publications, mais surtout de rencontrer le public et nouveaux lecteurs. Nous avons été présents au salon de Mou le 28 juillet, d'Étang en novembre, et surtout, nous avons beaucoup apprécié le retour en 2025 en avril à celui d'Autun, avec un bilan très positif, non seulement au niveau des ventes, 483 €, et je vous assure qu'il faut en vendre des bulletins à 3 € pour arriver à cette somme. Et aussi, nous avons eu des contacts et des échanges avec le public, souvent fort intéressants. Nous adressons nos remerciements à ceux qui animent les stands. Ce sont toujours les mêmes. Jean-Loup Floest, Liliane Pinard et Martine Régnier, rejoints cette année par Bernard Millier, que nous remercions. Nous pouvons regretter seulement de n'avoir pas plus de volontaires pour ces événements qui permettent des rencontres riches et variées. L'Académie était présente grâce à Bernard Millier au Forum des associations le 7 septembre à Château, où il a rencontré des adhérents, d'éventuels futurs membres et un certain nombre d'élus nivernais. L'Académie participe au prix littéraire du Morvan, qui est biennal, d'abord en le finançant en partie, ensuite par la présence de quelques académiciens au jury, et enfin par le nom donné aux deux prix. Le prix Marcel Vigreux, ancien président,
qui récompense un ouvrage à caractère historique ou scientifique, et le prix Henri Perruchot, l'un des 3 fondateurs de notre académie, pour récompenser une œuvre de fiction. Le samedi 19 octobre a eu lieu la remise des prix littéraires du Morvan à la Maison du Parc de Saint-Brisson. Philippe Grimbert, avec Qui sème le vent, a remporté le prix Henri Perruchot, récit écologique et dystopique, qui se déroule sur les pentes du Morvan, et Olivier Dereau, avec ses photos, le prix Marcel Vigreux pour la montagne morvandaise, où il nous invite à comprendre la montagne et ceux qui l'habitent. En 2025, ce sera la remise des prix des lecteurs des bibliothèques du Morvan, également financée en partie par l'Académie. Les œuvres retenues cette année sont celles qui sont arrivées en tête du prix Perruchot, c'est-à-dire Philippe Grimbert, gagnant du prix pour Qui sème le vent, Le cimetière des éphémères de Christine Bonnard, qui est un polar qui se passe dans le Morvan et qui a pour toile de fond une réflexion sur la gestion des forêts en France et les liens précieux entre l'homme et la nature. Et C'est ton nom, par Laurent Rivière, polar, encore un, associé à une enquête archéologique centrée sur un enfant retrouvé au fond du lac de Pansières. Lors de la dernière édition en 2023, d'après la présidente des prix, 25 bibliothèques des 4 départements avaient participé au concours et 270 lecteurs avaient voté. On peut espérer que pour celui de 2025, il y aura autant de participants et même plus. Alors, nos publications, d'abord nos bulletins. Nous essayons de maintenir une parution bisannuelle, ce qui n'a pas été toujours évident, surtout cette année, en raison des soucis personnels de certains auteurs. Pour 2025, il faut souligner dans cette parution le rôle de Christian Épin, le numéro 93 que vous avez entre les mains. Si vous ne l'avez pas, vous venez le chercher à la sortie. Contient 2 articles. Le premier, la présentation et l'annotation par Christian Épin du journal de Claude Blandin, un château chinnonnais, propriétaire du domaine de Montiaux, c'est-à-dire Dommartin, qui relate tous les événements marquants qui touchent Château-Chinon et le Morvan au XVIIIe. Le second est une étude de Marie-Aimée Latournerie sur les manuels scolaires sous le Second Empire au Collège d'Autun, réalisé à partir de la collection de livres hérités de son arrière-grand-père maternel. Reflets de leur temps, ces ouvrages sont aussi des vecteurs culturels qui témoignent des conceptions de l'histoire nationale que les autorités souhaitaient transmettre à des générations d'élèves. À la fin de l'année sortira le bulletin de Christian Bouchou dans le cadre du 80e anniversaire de la libération du territoire, qui comprendra 3 parties. Un article sur les petits paris du Morvan engagés dans les maquis du Morvan en relation avec la maison des nourrices d'Aligny, les déportés d'Autun, d'après les archives du service historique de la défense de Vincennes et de Caen, en collaboration avec la maison du patrimoine oral de Bourgogne d'Anneau, et une contribution plus personnelle relative à la journée du 10 août 1944, lorsqu'Arleux faillit être brûlé par les Allemands. Nos bulletins se vendent à Autun, à la librairie La Promesse de l'Aube, à la maison de la presse de Château-Chinon. On peut les commander à l'Académie via Internet ou par courrier. Et je vous rappelle que vous pouvez consulter pour les années 1974-2012 sur le site de la BNF Gallica. Puisque nous avons passé un partenariat, une convention avec cette bibliothèque. La lettre numérique publiée trimestriellement
a remplacé depuis mars 2016 la page de l'Académie qui paraissait auparavant régulièrement dans le Courrier de Saône-et-Loire, puis le Journal du Centre. Didier Verlin en est le principal responsable. Elle se compose en principe d'un éditorial, d'articles concernant le Morvan, de comptes rendus de nos sorties et parfois d'une rubrique intitulée Échos et nouvelles. Elle est envoyée sur votre boîte mail et les académiciens qui n'ont pas Internet ou qui n'ont pas donné leur courriel la reçoivent par la poste. Mais vous pouvez également la consulter, la télécharger, l'imprimer à partir de notre site Internet. En 2024, le numéro 23, paru en juillet, contenait une note de lecture sur un livre que l'Académie venait d'acquérir, consacré à un prêtre marié, Charles Perrault, chanoine honoraire d'Autun, 1831-1892, et un article sur l'incendie qui détruisit une partie du village d'Ourou en 1870. En 2025, le numéro 24 d'octobre nous offrait essentiellement des notes de lecture sur le poète et folkloriste nivernais Achille Millien. Le numéro 25 de mars comprenait un compte-rendu de notre sortie d'automne 2024 sur le haras de Cercy-la-Tour. Ça, c'était la première partie de cette sortie, et un article sur le retour du loup en Morvan. Le numéro 26 de juin comporte la seconde partie de notre sortie d'automne, la visite du musée de la mine de la Machine et le puits des Glénons, et un hommage rendu à notre confrère Michel Salès, disparu en février de cette année. Le prochain numéro 27, nous donnera l'occasion de parler de Jacqueline Pénaud, qui nous a quittés en 2023, et vous présenterai notre sortie de printemps puisée. Bulletins et lettres numériques sont déposés aux dépôts légaux de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque municipale de Dijon. Alors, notre bibliothèque est le fleuron de notre académie. Elle s'enrichit régulièrement de nouveaux volumes et publications provenant de dons, d'acquisitions, d'échanges qui viennent abonder le fonds Pasquier, offrant aux chercheurs une formidable documentation sur tout ce qui concerne le Morvan. Cette année, notre bibliothèque s'est enrichie du fonds Péquineau. En effet, sa famille a pris la décision de vider sa maison d'Arleux pour la vendre. Grâce à l'agent immobilier chargé de cette vente et aux informations données par Ginette Picard et Lydie, l'Académie est intervenue en urgence pour sauvegarder des éléments qui la concernent. Plusieurs cartons d'archives contenant des photos classées par commune, des notes intéressant le Morvan et beaucoup de livres ont été transportés au centre Condorcet. La mairie, que nous remercions, nous a autorisé à occuper momentanément la salle dédiée à Claude, située dans les locaux de la médiathèque, pour entreposer et classer ses documents. Notre bibliothèque est accueillie dans un local situé au premier étage du centre Condorcet, au-dessus de la médiathèque, place Gudin, et mis gracieusement à notre disposition par la mairie de Château-Chinon, que nous remercions vivement une fois de plus. Nous y tenons également nos permanences et nos conseils d'administration. Alors pour finir, nos sorties qui sont l'occasion de découvrir des sites et de faire des rencontres variées. La sortie d'automne a eu lieu le 11 octobre 2024. Une vingtaine de personnes ont visité le haras de Cercy et le musée de la mine de la Machine. Donc pour le haras de Cercy, depuis 2013, cet ancien haras national est géré par une coop d'éleveurs, la Société coopérative agricole des éleveurs des chevaux de course, de 270 membres, qui a été érigé à la suite du désengagement de l'État en 2000 dans le contexte de réduction des dépenses publiques. Même si vous n'êtes pas passionné des sports hippiques, vous
connaissez tous l'appellation pur sang, qui désigne les chevaux de course de plat. Mais à Cercy, on ouvre un autre stud book, registre d'état civil pour les chevaux, celui des AQPS, c'est-à-dire des autres que pur sang, qui sont les chevaux d'obstacle. Ce haras est devenu le numéro 1 pour l'élevage de ces chevaux. La spécialité, c'est le steeplechase, avec à la mi-mai l'épreuve phare à l'hippodrome d'Auteuil, le grand steeple de Paris. Ce haras possède 9 étalons. Le prix d'une saillie, il y en a 3 par jour en moyenne, va de 3 000 € jusqu'à 15 000 € pour Cocorico, qui est le numéro 1 des étalons d'obstacles en France, grâce à plusieurs de ses produits, vainqueurs de grandes compétitions. Le repas a été pris à Decize au restaurant Les Cocottes, qui s'est révélé excellent avec un écueil de qualité. Puis la journée se termine par la visite du musée de la machine, créé en 1983 et consacré à l'histoire du bassin houiller. Le charbon était pendant plus de 200 ans la principale ressource de la ville. Sous Louis XIV, débute l'exploitation rentable du charbon sur le territoire. La houillère est contrôlée à partir de 1865 par la compagnie Schneider, le Creusot ayant besoin de charbon pour ses hauts fourneaux. Nationalisée en 1946, l'exploitation passe sous le giron des houillères de Plandy et la mine fermera en 1974. Enfin, à la fermeture, les mineurs ont voulu garder la mémoire de leur métier en créant le musée en 1983, musée qui est très complet et bien fait, même si certains participants ont trouvé qu'avec un mélange des époques, ce n'était pas toujours très clair. Ensuite, ce fut la visite du puits des Glénons et sa galerie de mines, où sont présentées de façon très réussie les conditions de travail des mineurs à la machine. La sortie de printemps a eu lieu le vendredi 25 avril en direction de la Puisée, du pays de Colette et de Guédelon. D'abord, le village de Saint-Sauveur en Puisée, où Colette est née en janvier 1873 et où elle y a vécu ses 18 premières années avant que la famille ruinée ne s'installe à Châtillon-Coligny, chez son frère, dans le Loiret. Ce fut d'abord le musée, créé à l'initiative de sa fille Colette Renée de Jouvenel, installé dans un château du XVIIe, au pied de la tour Sarrazine, où nous avons découvert l'univers de l'écrivain. Manuscrits, photographies, objets personnels. Sa collection de sulfures, de papillons offerts par des lecteurs et la reconstitution de sa chambre du Palais Royal. Après un arrêt au salon de thé, où nous avons découvert le fameux pavé de Saint-Sauveur, un moelleux aux amandes avec des raisins secs parfumés au rhum, ce fut la maison natale de Colette, une demeure bourgeoise et ses 3 jardins, fidèlement restaurés d'après ses textes et les documents d'archives réunis par la Société des Amis de Colette. Si Colette revenait, elle reconnaîtrait la maison de son enfance. On a retrouvé ses meubles, ses objets, ses livres, ses fleurs, jusqu'au papier peint et tenture. Une découverte des lieux menée sous la conduite d'une guide passionnée et passionnante, livrant de nombreuses anecdotes avec humour et finesse pour mieux nous faire pénétrer et vivre dans l'intimité de Sidonie Gabrielle Colette. En un mot, ce fut pour tous une visite inoubliable et extraordinaire. Alors, je vous signale que pour ceux qui souhaiteraient approfondir leur connaissance sur Colette, pour célébrer les 150 ans de cette dernière, du 23 septembre au 18 janvier, se tiendra une exposition exceptionnelle à la BNF, site François Mitterrand, les mondes de Colette.
Elle mettra en lumière, avec plus de 300 pièces, une œuvre indissociable d'une vie marquée par l'audace, la modernité et l'indépendance. Après le déjeuner, nous nous sommes rendus à Guédelon, château fort construit selon les techniques et avec les matériaux utilisés au Moyen-Âge. Même les matériaux sont tractés et acheminés à dos d'animaux. Des tours, des donjons, des murailles sont déjà sortis de terre et l'on travaille actuellement à la tour de la Chapelle sur la poursuite du chemin de ronde. Débutée en 1997, la construction du château devrait prendre fin 2025. Le projet se concentrera alors sur la vie quotidienne du château, ameublement, décor, création d'un village artisanal. Je vous remercie de votre écoute.